Qu'est-ce qui pousse à mettre en commun, dans votre cas, à penser en collectif et à mettre en commun les forces et les idées, de manière différente, hein, bien sûr. Les films parlent pour eux-mêmes, mais voilà, comment vous en êtes arrivé à penser collectivement? Alors, dans le cas des films, en tout cas des enquêtes qu'on produit au format vidéo, à travers un médium filmique, il y a d'abord une contrainte aussi d'ordre technique, en fait, c'est-à-dire que pour faire les travaux qu'on fait, on a besoin de mettre ensemble toute une série de compétences. Justement, des modélisateurs 3D, des journalistes, des chercheurs, des juristes. Voilà, il faut qu'il y ait cette expertise collective pour pouvoir rendre compte du sujet de nos enquêtes. Et on décide de le faire au format vidéo, en faire des films, parce que on a aussi envie de s'adresser non pas à un public d'experts, non pas dans des forums préétablis, des forums juridiques ou politiques, mais essayer de faire justement d'espaces comme ceci aussi, n'importe quel endroit où on peut montrer ces résultats, un lieu de débat, un forum au sens originel du terme. Donc, voilà, on est en dialogue. Et puis, le médium filmique fondamentalement se prête à une opération collective. Jamais, même si on peut avoir l'idée d'un film seul pour le réaliser, c'est rarement complètement seul. Et simplement, voilà. Après, pour finir, on travaille sur des sujets qui sont fondamentalement publics, d'intérêt public. Et c'est important pour nous d'essayer de les aborder à travers plusieurs perspectives, de la conception à la réalisation, à la production du résultat final. Dans le cadre des films d'atelier, je crois que c'est contenu dans le projet. L'idée, c'est de sensibiliser les jeunes au médium du cinéma pour pouvoir, comme langage, pour pouvoir prendre la parole. Et donc du coup, il faut que chacun se frotte un peu à l'exercice et qu'ils s'apprennent. On a vu un petit peu tous les métiers, on va dire, que ça recoupe et donc il a fallu qu'ils essayent un peu tout et qu'ils fassent ça ensemble. Tu veux rajouter quelque chose? Juste du coup par rapport précisément à votre film, etc. C'est comment de faire un film collectivement déjà par rapport à l'équipe du SMAC, mais avec des enfants, comment ça s'organise concrètement de travailler avec des enfants pour qu'ils prennent vraiment en main le médium cinématographique comment ça s'est fait Du coup, c'est un peu différent pour nous au sein du collectif et là pour les enfants parce que là, ils découvraient tout. Donc du coup, on est parti de l'écriture de souvenirs de révolte. Ils ont chacun écrit un petit texte, ou alors quand ils ne l'avaient pas écrit, on discutait un peu pour essayer de trouver ça. Et ensuite, il y a eu, on avait commencé à présenter différents films autour du sujet pour qu'ils puissent voir aussi comment le son, les images communiquent, comment tout ça, pour qu'ils puissent un peu appréhender la matière. Et du coup, à partir de leur texte, ils ont dû faire un storyboard et ensuite enregistrer leur voix et réaliser tant que possible leur storyboard parce que c'était beaucoup plus ambitieux que le temps qu'on avait. Voilà. C'est surtout, moi j'ai l'impression que ça s'est pas du tout passé comme on avait prévu. Que nous on a dû être super souple parce qu'en fait on arrivait avec plein d'envie, plein d'illusions
qui étaient les nôtres, de personnes qui avaient envie de faire des films avec eux. Et en fait, eux, ils ont des trucs à dire et c'est leur façon de faire. Et nous aussi, je trouve que ce qui était à la fois hyper intéressant et compliqué, c'était leur laisser tout le temps, leur donner des outils, c'est-à-dire leur dire ça existe, on peut passer par là, mais sans jamais influencer ou en tout cas prendre le pas sur ce que eux avaient envie, c'est-à-dire à un moment donné préférer de quelque chose peut-être un peu plus fragile, mais qui viennent vraiment d'eux, où ils peuvent se confronter à la matière, plutôt que nos envies à nous, qui auraient à certains endroits été peut-être un peu différentes. Mais du coup, ça, je trouve, c'est un bel apprentissage, quoi, de nous, de trouver la bonne distance et la bonne limite pour pas, pour les laisser pour que toi, qu'ils soient fiers d'eux, en fait, et vraiment d'eux, quoi. Et comment ça se passe au niveau du montage? Est-ce que vous maintenez une logique collégiale ou c'est même pour maîtriser l'outil technique, quoi? Est-ce que c'est l'une d'entre vous qui va donner des clés pour se saisir de la matière ou Ben ça c'est une très bonne question parce qu'en fait c'était le but de travailler collégialement au montage de ce qu'ils avaient de la matière qu'ils avaient engendrée et en fait on n'a pas du tout eu le temps. Et du coup il s'est passé un truc un peu étrange, c'est qu'on a tourné leurs images, filmé les dessins, enfin tout ce qu'il y avait, on a engendré cette matière-là. Et à un moment donné, on leur a dit, on va revenir la semaine prochaine, et on va vous montrer quelque chose. Et vous allez nous dire d'ailleurs si vous avez des retours. Et en fait, il s'est passé un truc un peu magique, c'est que je pense que tout ça n'avait pas trop ils se rendaient pas encore du tout compte de ce que ça allait donner. Et vraiment, le montage, on a vu que d'un coup, ils étaient fiers d'eux. Et c'était super beau parce que même si on n'a pas réussi à les mobiliser sur cette étape, il y avait quand même un truc super gratifiant. Parce que d'un coup, je crois que l'exercice était une forme de magie qui opérait, quoi. Francesco, par rapport au meurtre de Zineb Redouane, vous travaillez à partir d'images de vidéosurveillance, je crois. Comment est-ce que vous y avez accès, tout simplement? Alors, donc cette enquête-là en particulier, en effet, elle est essentiellement basée sur des images extraites du dossier judiciaire de l'enquête. Pour cette enquête, on avait travaillé avec le média d'investigation Disclose. Le projet que vous voyez et qu'on a vu ensemble représente d'un côté une violation du secret de l'instruction, c'est-à-dire que ces images, tant qu'elles sont dans la procédure judiciaire, sont censées rester secrètes et ne pas être divulguées, ne pas être rendues publiques. Mais voilà, on s'appuie sur cette espèce d'opposition de deux principes juridiques en France, entre d'un côté justement le secret d'instruction et de l'autre la liberté de la presse. Et dans des affaires comme ça, il nous semble plus important de justement mettre dans l'espace public, dans l'espace du débat, des éléments comme ça qui sont centraux à la compréhension de l'enquête, enfin de l'affaire, quitte à justement faire des entorses à ce principe justement du secret d'instruction. Avec, que ce soit dans les enquêtes justement publiées à travers Forensic Architecture ou avec Index, on travaille régulièrement un peu à mi-chemin entre justement ce qu'on appelle des enquêtes en source fermée et enquêtes en source ouverte, c'est-à-dire justement source fermée, c'est-à-dire tout ce qui vient justement de dossiers soumis au secret, et on mélange ces informations avec celles qu'on peut trouver en ligne aujourd'hui, et de plus en plus en fait on a la possibilité de reconstituer des événements grâce à la masse de données qui est diffusée en ligne, et ça demande des méthodologies de travail différentes aussi au niveau du traitement des images elles-mêmes, mais justement il y a quelque chose d'intéressant dans les possibilités qu'ouvre maintenant par-delà les logiques du secret de l'État et des appareils d'État, ce que cette circulation presque frénétique d'images et de données dans l'espace commun permet pour inverser les regards et reformuler justement des narratifs officiels à travers ce qui nous entoure déjà, quoi.
Et du coup, vous fouillez parmi les heures et les heures de vidéos. Est-ce que vous avez des outils particuliers pour les traiter ou non, c'est juste personne qui... Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah, on propose des formations et des ateliers, des workshops de temps en temps autour de justement ça. Ça va être un petit peu court là pour en discuter, mais oui, il y a en effet des outils qui nous facilitent un peu la tâche. Après, c'est beaucoup de travail manuel, hein, mais oui, voilà, on pourra réfléchir à faire des choses ensemble autour de ça si ça vous intéresse. Est-ce que si vous avez des réactions, ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, par rapport au... Là, on a vu 2 films, enfin 2 documents de architecture. Les 2 étaient assez différents. J'ai l'impression que celui sur c'est le plus typique de ce que vous produisez peut-être le plus souvent, au sens où c'est des investigations locales qui peuvent servir dans un contexte juridique avec toutes les techniques que vous investissez, de modélisation, de recoupement de données, etc. Et de produire un truc qui est aussi visible par le grand public. J'ai eu l'impression que l'autre film qu'on a vu était un petit peu d'un autre ordre, au sens où il établissait pas mal de rapprochements entre des terrains différents et qui était plus de l'ordre peut-être de l'essai par certains aspects, d'une réflexion aussi sur votre pratique et les directions qu'elle peut avoir. Et du point de vue du collectif, je me demandais à quel point ça avait été un travail différent de s'interroger sur ses propres pratiques, de présenter aussi des lignes un peu plus théoriques, plus générales. Voilà, le travail théorique, le travail collectif sur le film essai, est-ce qu'il était d'un autre ordre que celui dans les investigations et en quoi ces 2 films-là sont ou pas différents à vos yeux et en quoi ce film-là est particulier dans la démarche de forensique. Merci pour cette question. Ouais. En effet, c'est d'un ordre complètement différent. Faut savoir que Forensic Architecture comme projet est né comme un projet de recherche universitaire à l'intérieur d'un laboratoire de recherche à la Goldsmiths University à Londres. Et depuis le début, ça a toujours été un projet qui souhaitait à la fois s'engager justement très concrètement à travers des enquêtes précises, comme tu l'as résumé, en produisant des rapports qui seraient soumis dans différents forums, mais utiliser toute cette pratique, cette expérimentation dans des terrains concrets comme matière à une réflexion critique, une réflexion de recherche sur justement, que ce soit le rapport à l'image, la dimension politique de la circulation des données aujourd'hui, de leur traitement, etc. Et donc justement, on a les premières années du projet, c'était surtout à travers des écrits, à travers, en plus des enquêtes qu'on sortait, les différents participants écrivaient aussi, de façon académique, recherche, on a écrit une monographie autour de ça, mais petit à petit, vu qu'on utilisait de plus en plus le médium filmique, et puis qu'il y avait aussi un intérêt dans le monde de la culture, de l'art, etc., à accueillir des débats qui sortaient peut-être un petit peu de la stricte enquête qui traite que justement d'une situation locale, mais qui voulait s'intéresser un petit peu à ce que ça disait de cette situation, qu'on pouvait retrouver des résonances en fait entre différentes situations. On a commencé à écrire des essais en format film, et Cloud Studies en est un justement qui met en commun toutes les différentes, le fil conducteur. Bon voilà, c'est la présence de nuages dans les différentes enquêtes, et voilà, en effet, je pense que l'essai c'est le bon terme, au sens où nous-mêmes on n'a pas véritablement, il n'y a aucune conclusion pour une fois qui sont véritablement mises en avant dans un projet comme ça. Simplement, c'est les interrogations qui nous traversent et qui nous alimentent un peu un résumé de la matrice conceptuelle et technique d'ailleurs, parce qu'on voit aussi beaucoup justement comment des outils, des techniques d'enquête sur l'image et par l'image qu'on développe dans un contexte particulier, sont ensuite réimportés dans une autre, et comment chacune, d'un point de vue aussi bien technique que conceptuel, comment les enquêtes s'alimentent mutuellement, quoi. C'est un peu ça qu'on essaie de rendre à travers un projet comme ça. Voilà. D'autres questions? Sinon, moi je me demandais juste, en tout cas pour Forensic, concrètement comment vous faites collectivement, parce que du coup il y a le travail de recherche, le travail aussi de création, et il y a un travail de création artistique.
à partir de dossiers scientifiques, etc. Comment ça se passe le travail? Est-ce que vous le répartissez? Est-ce qu'il y a des personnes qui font les enquêtes vraiment d'abord d'un point de vue scientifique et après des personnes qui vont chercher plutôt la mise en forme? Ou est-ce que c'est vraiment tout le monde pense de A à Z les recherches et la mise en forme, même esthétique, pour parler de ça? Bon, déjà, ça dépend des projets, des enquêtes. On essaie vraiment d'avoir une méthodologie un peu ad hoc, spécifique aux enjeux de chaque travail, de chaque enquête, et du coup aussi de réunir les personnes qui ont les compétences nécessaires. Voilà, si on travaille sur une enquête sur un crime environnemental en Indonésie, on va se rapprocher d'experts dans ces domaines. Donc forcément, il y a aussi justement comment dire, la forme de l'équipe varie en fonction justement des besoins à l'échelle des enjeux de l'enquête. Mais peut-être justement le projet, le film Cloud Studies montre pour moi un des apports importants de cette œuvre, c'est justement de montrer que la dimension, la réflexion esthétique et les pensées à travers, qui viennent du monde de l'art, qui viennent de la recherche artistique, ne sont pas des sortes d'étiquettes annexes qui viennent s'ajouter, qui viennent simplement faire un packaging autour d'un travail qui aurait été fait en amont, rigoureux, scientifique ou quoi, mais c'est vraiment, dans notre travail, ça fait partie des ressources techniques même qu'on utilise pour se rapporter à ces images. Et se rapporter quand il s'agit justement d'enquêtes sur et par l'image, mais en tout cas ça fait vraiment partie de notre boîte à outils conceptuelle et technique de réfléchir aussi avec des concepts qui viennent du monde de l'art, du cinéma, parce que voilà, on fait beaucoup référence au travail d'Aaron Farocki par exemple, qui a été très inspirant pour le travail de Forensic Architecture dès le départ, et justement d'essayer de brouiller cette division entre voilà, le technique, le scientifique, et puis de l'autre côté l'esthétique, et voir comment des éléments justement de réflexion esthétique peuvent nous informer sur y voir clair dans justement souvent cet éther d'images et de données à travers lesquelles on travaille nous-mêmes. Voilà. Ouais, bonsoir. Moi, ce film m'a assez passionné. En fait, au départ, je suis montée sur j'ai un peu 30 ans de visionnage, on va dire. Et je voulais me demander, en gros, ça a pris combien de temps, quelle durée, par exemple pour le film sur Marseille, et si vous êtes sur quelle structure vous êtes, sur quelle production, quel type de production, si vous êtes salarié, voilà. Ou peut-être terre à terre, quelque chose. De mémoire, sur l'enquête Zineb Redouane, on a travaillé une équipe de 3-4 personnes pendant 1 mois et demi, 2 mois. Bon, il y avait un travail de recherche, d'accumulation de données en amont, quoi. Après, la phase d'écriture, de conceptualisation et de production, c'était à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, la deuxième partie de la question, en fait, justement, il y a eu 2 enquêtes qu'on a fait sur le contexte français à travers le Forensic Architecture, qui est justement une structure basée à Londres. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré et celle sur la mort de Zineb Redouane, qui ont été un peu une phase d'incubation du projet qui en a découlé, qui s'appelle Index, et qui est justement une structure locale en France qui enquête sur des affaires de violence d'État, en particulier de violence policière, à travers des formats similaires à ce que vous venez de voir. En France, on est constitué en association loi 1901, et on fait ce qu'on peut au niveau du financement, c'est difficile pour faire avec des travaux comme ça, mais voilà, on est un réseau à géométrie variable entre 5 et 12 personnes à peu près. Voilà. Je me demandais pour Forensic, quel était votre rapport à ces technologies que vous utilisez, qui sont les technologies les plus modernes, j'imagine, de compréhension du monde, qui passent par des machines extrêmement puissantes.
et qui sont les mêmes technologies qui servent peut-être aux instruments de domination. Et est-ce que c'est des technologies que vous aimez, vous voyez vous utilisez dans un rapport purement subversif? Enfin, comment vous les appréhendez, quoi? Je vais juste citer Eyal Weizmann, le directeur de Forensic Architecture, qui a justement cette expression de retourner, d'inverser le regard de l'expertise. Ce qu'on essaie de faire justement, c'est ça, c'est s'approprier aussi non seulement les outils, les technologies, mais aussi d'une certaine façon les démarches et les techniques de la détection, même de la surveillance, qui en général viennent des structures de pouvoir instituées, et en particulier de l'État, et de les retourner, et de renverser ce regard de la surveillance, tout en utilisant justement, mais en les détournant un peu aussi les mêmes... alors c'est facile, enfin, on dit les mêmes technologies, et on peut donner l'impression, des fois, à travers justement aussi l'esthétique qu'on utilise, les montages, qu'on a véritablement accès à des technologies comparables en résolution, en puissance à celles des structures étatiques. Ce n'est pas le cas. On est toujours dans un décalage majeur au niveau de la résolution disponible quand on travaille depuis la société civile, en fait. Par contre, on a l'avantage du nombre. Et justement, aujourd'hui, j'en parlais juste avant, c'est que n'importe quel événement, n'importe quelle manifestation, n'importe quel incident qui se passe, souvent est documenté non pas par un, mais par une dizaine d'angles de vue, et qui finissent très rapidement justement par circuler. Et donc, si on n'a pas des technologies aussi puissantes au niveau de la résolution, on peut compenser par justement une multiplication des points de vue et des perspectives qui permet justement de venir compenser cette asymétrie de pouvoir en gros. J'ai juste une question du coup pour le SMAC par rapport à comment est née cette idée et de faire un film du coup avec des collégiens et parce que du coup si je me rappelle vous faites aussi souvent des ateliers, mais est-ce que vous avez déjà fait et est-ce que vous aimeriez refaire des films du coup collectivement avec des gens qui en fait, ne font pas du cinéma leur métier? Voilà, comment vous avez pensé ce projet depuis le début? Pourquoi cette envie Oui, je pense qu'on a très envie de le refaire. Là, en l'occurrence, c'est un projet qu'on a fait en partenariat avec une association qui s'appelle Citoyenneté Jeunesse et qui s'occupe de faire des ateliers en collège, mais qui ne sont pas d'ailleurs forcément que des films, où c'est en fait un artiste qui va vers une classe de collégiens. C'est quelque chose qu'on a vocation à faire dans d'autres espaces, puisque oui, je pense que c'est quand même un peu la base de toute chose, d'un moment donné, se dire que, notamment nous on fait beaucoup de courts-métrages, que c'est pas, les films ne sont pas que tournés vers ceux qui le font en fait. Donc, c'est quand même un peu un constat qu'on fait qui est pas toujours hyper joyeux, et là, ce qui est hyper en tout cas réjouissant pour nous quand on fait des ateliers, c'est qu'en fait je pense vraiment qu'on apprend autant qu'eux. On n'est pas du tout dans une logique de dispenser un savoir, mais c'est vraiment c'est tout le temps de l'échange, et en fait on grandit aussi, c'est-à-dire qu'ils nous font regarder ailleurs, nous font penser un peu autrement. Donc nous, c'est nécessaire qu'on continue de le faire pour, je pense, à côté, réfléchir les films qu'on fait autrement, de façon différente, quoi. Et comment fonctionne le collectif? Comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez chacun et chacune vos spécialités? C'est vous tournez sur vos affiliations? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y avait une circulation comme ça dans la pratique? Notamment sur l'atelier, est-ce que vous intervenez à chaque fois, je sais pas, la prise de vue, au son, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est affilié à un poste précis? Le moins possible, on interchange beaucoup. Après, il y a forcément des affects pour certaines
discipline et donc, du coup ça tourne un peu, pas sur tous les postes mais un peu et c'est un peu, enfin je crois pas dire de bêtises que c'est vraiment que le SMAC est vraiment né comme ça. On avait pour le premier noyau on sortait d'une classe en images, on a tous eu une formation en images, mais après on s'est tous un peu intéressés à d'autres choses et ce qui nous a... Enfin le temps du BTS en fait on a tous un peu fait des tournages, vu ce que nous réservait l'avenir et on s'est tous un peu dit ah pas forcément, pas ces rapports-là, pas ces rapports de hiérarchie et de cloisonnement dans les disciplines sur les tournages et donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus transversal. Voilà. Je pense que c'est juste qu'on a tous en commun un très grand sens de la débrouille. Et à partir de ça, on fait beaucoup de choses quand même. Quelles que soient nos compétences, quoi. Vous êtes combien? On est 12. Enfin, noyau resserré, mais plus nouveau. Il y a une question. Oui, je voulais poser une question par rapport à ce qu'on a vu. C'est comment est-ce que vous avez abordé en fin de compte les lycéens dans le sens, est-ce que vous leur avez proposé quelque chose un format particulier, ou est-ce que vous avez plutôt accueilli en fin de compte leur désir de ce qu'ils avaient envie de mettre dans le film comment ça a procédé quoi comment vous avez communiqué avec eux? En fait, on a travaillé en deux temps. On a d'abord on a essayé de décortiquer avec eux la nature de toutes les images auxquelles ils pouvaient être exposés dans leur vie quotidienne. Donc déjà faire un peu le différentiel entre le dessin, la prise de vue réelle, la fiction. Donc voilà, ça on a identifié tous ces médias-là ensemble. Et une fois qu'on avait fait ça, qu'on avait identifié ces outils, on leur a dit qu'ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient. Évidemment dans la mesure de ce que nous on était capables d'accueillir. Et du coup on les a laissés très libres de la forme. Et il y en a qui sont décidés assez vite et ça a marché assez vite. Il y en a d'autres pour qui c'était vraiment assez laborieux. Et là, on a essayé de trouver ensemble certains médiums. Mais globalement, ouais, l'idée, c'était quand même que ce soit tout le temps eux qui soient à l'initiative, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres réactions. Mais il y avait quand même une thématique que vous avez choisie. Parce que... Alors oui, il y avait la thématique de nos révoltes qu'on leur a imposées et qui rentrait en fait un peu en corrélation avec quelque chose qu'ils avaient étudié dans l'année, qui était le fait de se raconter eux-mêmes, le journal intime, etc. Qui est pas Lucie. Parce qu'on faisait ça avec une prof de français qui travaillait aussi beaucoup sur l'esclavage et ouais, enfin, pour elle c'était aussi très lié à ce programme-là. C'est ça. Et après, elle nous a aussi pas mal aiguillés dans le sens où elle nous disait un peu les thèmes récurrents qu'elle voyait dans leur révolte, c'est-à-dire le racisme, la grossophobie, etc. Et du coup, ça nous a quand même permis de structurer un peu et de leur donner des grandes directions, mais ça restait toujours assez large, quoi, donc ils étaient assez libres. Je reviens à Francesco, j'ai une question par rapport au fait que dans quelle mesure les contenus que vous produisez peuvent servir de socle durant des procès, pour des contre-vérités par rapport à celles qui sont exposées par les forces de l'ordre, notamment, je pense à votre travail sur les tirs de la BAC sur la voiture Astin. Est-ce que ça a pu être pris en compte dans le procès? Je crois qu'en effet, le chauffeur qui a été atteint par les balles est toujours accusé de délit de fuite. Non, il est accusé de violence aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique et il a été même condamné en appel. Il n'est pas actuellement en prison, mais il a été condamné à 2 ans en appel
alors que c'est lui qui a reçu 7 balles au cours de cet incident. On n'a pas vu le film ensemble, donc je ne vais pas plus en parler. De façon plus générale, les enquêtes et les rapports qu'on fait sont régulièrement versés au dossier d'instruction de l'affaire, plus souvent par l'avocat des plaignants, quand il y a une plainte contre justement la police ou l'administration. Dans certains cas, on obtient même une sorte de victoire juridique, judiciaire. Très honnêtement, c'est pas notre objectif non plus. C'est-à-dire que avant tout, on travaille dans le domaine public. On essaie de publier ces données, ces informations, ces enquêtes, afin justement de participer à l'information générale des citoyens et des citoyennes. On fait en sorte que justement ces travaux puissent être exploités aussi dans les procédures de justice, mais c'est pas notre interlocuteur premier, parce que c'est pas un rapport justement dans lequel, enfin, les rapports de pouvoir et les contraintes qui sont propres à la pratique et à la mécanique judiciaire sont telles que on pense que c'est un peu ça serait déjà une cause perdue de ne travailler que pour obtenir, en laissant l'institution judiciaire déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans les noms même de la plupart des collectifs mobilisés de terrain, de familles, de victimes de violences policières, souvent ils s'appellent Vérité et Justice pour et le nom de la personne. Et justement, il y a cette association Vérité et Justice, mais Vérité est le premier des termes, et souvent, justement, en parlant avec ces collectifs, il y a une grande conscience de ça, c'est-à-dire que la justice est loin d'être garantie, elle est mentionnée plus comme un horizon. Par contre, la vérité, c'est une matière, c'est quelque chose qu'on peut directement investir et arracher, même lorsque, justement, dans la négociation d'un narratif et d'une version des faits qui est en jeu. Et c'est déjà, c'est peut-être la victoire principale pour justement les premiers et les premières concernés, de réussir à inverser l'histoire qui est racontée autour des événements dont ils ont été victimes. Voilà. S'il y a des réactions dans la salle, sinon on peut poursuivre la discussion autour d'un dernier verre avant sa fermeture. Et merci à toutes et tous d'être venus. Merci à tous.